Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vais faire comme si ça marchait parce que, en fait, d'habitude, j'ai un lancement directement par les cannes université. On a un petit échange avant téléphonique. Et là, visiblement, on m'a pas appelé. Donc, je ne sais pas si vous m'avez véritablement en direct. J'espère que oui. Et puis sinon, ben, je pense qu'on m'appellera pour me dire que ça n'a pas démarré si jamais ça n'a pas fonctionné. Alors attendez, je crois que j'ai un petit message sur le côté. Je crois que ça fonctionne donc. Voilà, ben écoutez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder cette question, en tout cas ce sujet qui me semble bien évidemment assez pertinent, au moins dans la formulation. Nous n'avons jamais été aussi libres que dans ou sous le confinement. Je dis dans le confinement et je dis sous parce que vous savez que je fais une allusion ici à Jean-Paul Sartre qui aimait à dire nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. Je voulais faire ce parallélisme, le mettre en comment dire en lien, en tout cas, la contradiction qu'il peut y avoir à dire que qu'on est libre alors qu'on ne l'est pas, et en même temps le paradoxe quand les situations nous semblent extrêmes, difficiles, compliquées, et que finalement on est encore en train de revendiquer une éventuelle liberté. Alors bien sûr, je sais que les conditions dans lesquelles nous avons à nous retrouver sont assez particulières, en tout cas pour nous inédites. Et c'est vrai que nous sommes confinés chez nous, enfermés en nos propres maisons. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Je vous l'ai dit déjà lors de mes deux précédentes interventions. D'abord, effectivement, il y a un petit, comment dire, repli sur soi qui est nécessaire parce qu'il faut analyser la situation, parce que on s'interroge beaucoup sur nos conditions de vie et la façon dont nous allons vivre après. Mais surtout, je crois, et c'est quand même relativement essentiel, c'est que le fait de se retrouver chez soi, c'est aussi une expérience philosophique à part entière. Pourquoi? Parce que si on en suit la pensée de Jean-Paul Sartre, nous sommes en train de vivre une situation inédite, une situation qui nous contraint à changer notre regard sur les choses, une situation aussi qui nous ramène à nos propres fondamentaux, c'est-à-dire à revenir sur nous-mêmes pour nous interroger. Alors, que voulait dire Jean-Paul Sartre lorsqu'il abordait la question et lorsqu'il a osé dire en 1943, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande? Il le dit très exactement au moment où les Français sont sous l'occupation allemande. C'est pour lui une façon, bien évidemment, provocatrice de faire réfléchir les gens sur leurs conditions. Alors, quelle réflexion cela nous fait avoir, ou en tout cas, quel lien particulier on peut comment dire, nouer entre la question de la liberté et la contrainte. Le fait que nous soyons dans une obligation et que finalement nous soyons quelque part un peu, comment dire, embarrassés par la situation. Alors déjà, reprenons. Jean-Paul Sartre, c'est un philosophe qui considère que nous sommes nés pour n'être qu'un projet. L'homme est jeté dans le monde, il est projet, et sa philosophie se pose, ou en tout cas arrive à un moment où on veut nier, ou en tout cas remettre en question. Tous les philosophes qui avant lui ont parlé d'essentialisme, c'est-à-dire que c'était une philosophie qui était, ou des philosophies, qui étaient posées en ayant comme principe premier qu'il pouvait y avoir un Dieu, alors pas forcément un Dieu de la foi, hein, je l'ai déjà expliqué lors de mes différentes interventions, pas un Dieu de la foi, mais un Dieu qui est plutôt un concept qui permet, dans une conception systématique de la philosophie, de comprendre que finalement, l'homme, le monde et Dieu sont intimement liés, et s'il y a créateur, il y a forcément pour la créature un projet qui lui est déjà tracé. Et mieux encore, dans les philosophies du système, on concevait que Dieu ayant créé l'homme, non seulement il peut l'avoir créé à son image, mais il peut l'avoir créé avec quelque chose qui le renvoie à une prédestination. Je ferai référence ici à un de mes chouchous de la philosophie, à savoir Leibniz. Leibniz disait que, eh bien, d'abord, il commence en philosophe et il finit en théologien. C'était pour lui une façon de nous rappeler que, à l'origine, l'homme est existant, et comme il existe, eh bien, il a l'impression de se réaliser. Hormis que pour Leibniz, Dieu a
établi l'homme, c'est-à-dire qu'il lui a déjà donné un certain caractère, certaines affinités, etc. Ce qui fait que l'homme est prévisible dans les trois quarts de ses actions, et non seulement il est prévisible, mais en plus, il est incliné sans nécessité. Alors, je vais prendre un exemple, parce que comme ça, vous allez bien saisir, c'est assez facile. Imaginons que Dieu m'ait créé, moi, Laurence Vanin. Moi, Laurence Vanin, avec mes tendances, à savoir, j'adore la philosophie, j'aime bien le chocolat, j'aime la musique classique, les concertos, notamment les concertos comme Debussy, comme on peut en trouver chez Rachmaninoff, enfin bref. Donc on me préétablit avec ces tendances-là. Vous vous doutez bien que si vous devez me chercher dans une librairie, vous n'allez pas me chercher au rayon manga. Vous vous dites, Laurence Vanin aime la philosophie, il y a de fortes chances qu'elle soit au rayon philo. Mais je peux faire une entorse à mon régime philosophique et effectivement être au rayon manga. Mais il y a quand même 75% des chances pour que vous me retrouviez au rayon philo. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que Dieu a préétabli Laurence Vanin, lui a donné un certain type de caractère, ce qui fait que Laurence est tellement prévisible que lorsqu'il me met dans l'existence, c'est-à-dire lorsqu'il me place face aux événements, eh bien, mes réactions, même si elles ne sont pas prédéfinies exactement par Dieu, sont quand même préorientées. C'est pour ça que Leibniz dira que Dieu incline, c'est-à-dire il incline les hommes à faire sans nécessité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas aux ordres de Dieu. Nous n'agissons pas parce qu'il nous dit de le faire ainsi. Mais comme nous sommes assujettis au principe du meilleur, eh bien oui, nous aimons faire le mieux possible, nous aimons faire le bien si possible, et on en finira, ou il conclura par l'idée que nous serons ainsi dans le meilleur des mondes si possible, c'est-à-dire si les hommes s'appliquent à leur destinée. Et quand il dit, je termine en théologien, eh bien c'est parce qu'à l'heure de la mort, Leibniz considère quand même qu'il y aura un jugement par un Dieu monarque qui sera à même de juger les meilleures âmes pour leur donner une éternité, mais pas une éternité où on va revivre une vie, etc., une éternité dans laquelle on sera dans la félicité des esprits. Voilà comment Leibniz considère ce mouvement particulier de l'inclination sans nécessité. Donc l'inclination, c'est la prédéfinition de l'homme. Laurence Vanin, elle est comme ci, comme ça, c'est me prédéfinir, c'est déjà donner une définition de ce que je suis, de mes tendances, de mes affects, etc., etc. Ce qui fait que presque je suis prévisible dans les trois quarts de mes actions, et ça, c'est l'essentialisme. Jean-Paul Sartre, c'est l'inverse de ça. Pour lui, il n'y a pas de Dieu qui prédétermine un homme. L'homme est jeté au monde, il n'est rien d'autre que son projet. Ça signifie en réalité qu'il est jeté dans ce monde pour y être dans ce monde et pour y exercer sa volonté et notamment sa liberté. C'est pour ça qu'il dira que nous sommes condamnés à être libres, c'est-à-dire que nous sommes condamnés à nous choisir à tout moment. Alors, c'est intéressant parce que vous savez que Sartre, c'est particulier. Quand on le lit, c'est particulier. Je ne sais pas si vous avez été lecteur de Sartre, comment dire, des lecteurs assidus de Sartre, si vous avez aimé Sartre immédiatement. Moi, en tant que philosophe, honnêtement, quand je l'ai lu les premières fois, certainement parce que je ne devais pas suffisamment bien le comprendre, je le lisais avec une sorte de méfiance. Je me disais, mais quel est cet individu qui nous écrit un ouvrage qui renvoie à l'existentialisme est un humanisme, et quand on lit l'ouvrage, jamais on ne trouve un humanisme au sens, comment dire, traditionnel du terme, avec un homme vertueux, bon, sage, etc. Donc je me suis dit, il y a quand même une tromperie sur l'intitulé, il y a une tromperie sur la manière de présenter les choses, et donc radicalement, je m'étais dit, je n'aime pas Sartre. Enfin, peut-être pas à ce point-là, mais quand même, un peu. Et puis, j'ai lu davantage, notamment L'être et le néant, je vous invite à lire absolument, et en lisant Sartre, et surtout en faisant après un lien avec Simone de Beauvoir, et les écrits de Simone de Beauvoir, eh bien, j'ai compris la démarche sartrienne. Ça voulait dire que l'existentialisme existait, ça ne veut pas nécessairement dire exister en étant un homme bon, un homme bien, un homme juste. Exister, c'est être homme. Être homme, ça veut dire que l'on porte avec nous un ensemble de possibilités, et parmi ces possibilités, on peut trouver l'échec, on peut trouver tout simplement je sais pas moi,
sorte de laxisme, on peut retrouver une médiocrité dans les actes, on peut trouver aussi une façon de nous mettre à distance des choses et puis finalement les faire de manière un peu bâclée. Et c'est ça que critiquait d'une certaine façon Sartre, en mettant les hommes face à leurs travers, en disant n'essayez pas de vous justifier ou de dire que c'est à cause des autres, c'est bien vous qui êtes responsable de votre projet. Donc être jeté au monde, pour Jean-Paul Sartre, c'est être une liberté pleinement agissante, une liberté qui a à s'exercer en étant en permanence dans une sorte de relation particulière au réel, puisque à chaque fois, il faut se repenser, se reconsidérer et agir. Voilà, toujours agir. Et la non-action, c'est-à-dire le refus peut-être d'agir, c'est encore une autre façon d'agir pour Jean-Paul Sartre. C'est là les difficultés peut-être qu'il faut surmonter à la lecture de Sartre. Alors vous savez, Sartre, c'est un philosophe, en tout cas c'est un penseur qui a toujours été un peu, comment dire, taquin, on va dire qu'il a été aussi un penseur qui a provoqué. On sait déjà, vous savez, quand il était rue d'Ulm en train d'étudier la philosophie, il partageait une chambre avec Merleau-Ponty, qu'il surnommait Cloche-Merle, c'était le surnom de Merleau-Ponty. Et lorsqu'il était dans les dortoirs, il s'amusait à remplir des bombes à eau en les jetant sur les copains qui passaient dans la rue, notamment ceux qui venaient de la Sorbonne, en leur criant « Ainsi pissait Zarathustra ». Grande allusion, bien sûr, vous l'avez compris, à notre ami Nietzsche, mais surtout, ça voulait dire que, d'une certaine façon, on rejetait un pan de la philosophie et on se moquait d'un pan de la philosophie. Alors Sartre, il faut quand même comprendre que c'est un philosophe qui arrive dans l'histoire de la philosophie à un moment où on a déjà eu un penseur qui a dit Dieu est mort. Nietzsche dit Dieu est mort pour dire qu'il faut renoncer à ce que contient le ciel, de manière à être jeté dans l'existence et à choisir pour nous-mêmes et à vider le ciel de telle façon qu'on ne puisse pas attendre une main salvatrice, la main de Dieu, qui viendrait, qui interviendrait dans nos actions, qui viendrait pour nous sauver, nous accompagner, nous réconforter le cas échéant. Ça veut dire qu'en réalité, pour Nietzsche, l'homme doit être sur ses deux pieds, avoir le bon sens de la terre, et lorsqu'il regarde le ciel, il ne doit y voir qu'un ciel, et non pas un arrière-monde dans lequel il y aurait une divinité qui viendrait vous accueillir et qui vous ouvrirait soit les portes du paradis, soit les portes de l'enfer. Entre-temps, vous auriez un petit purgatoire, si on se fait référence à Dante. Mais malgré tout, pour Nietzsche, il ne faut pas penser les choses en ces termes parce qu'il faut faire mourir le vieil homme, il faut revenir à soi et revenir à soi pour faire advenir une volonté à l'œuvre dans sa propre histoire. Alors, on l'a bien compris, Nietzsche a posé le Dieu est mort. Parallèlement à lui, on se retrouve avec un Sigmund Freud qui dit nous avons toujours eu tendance à nous tenir les uns les autres. Nous sommes, comment dire, rivés à nos failles narcissiques, notamment les premières. Le fait que, à un moment donné, vous tombez et votre père ne vous redresse plus parce qu'il estime que vous êtes suffisamment grand pour vous redresser vous-même. Eh bien, pour Freud, Dieu est comme une béquille, c'est quelque chose qui nous aide à nous tenir encore debout et à nous aider à nous réconforter, notamment quand notre père, le père biologique, n'est plus là pour nous réconforter, nous prendre dans ses bras et nous aider. Et d'une certaine façon, à un moment donné, les parents aiment que les enfants grandissent et quittent le foyer parce que c'est une façon pour eux bien, de gagner en liberté, de s'assumer et d'être plein de responsabilités. Et là, il y a des sortes de blessures narcissiques, des failles narcissiques qu'il faut combler parce que d'abord, Freud nous le dira, avec la révolution copernicienne, l'homme se rend compte qu'il n'est pas simplement posé sur un rocher en train de regarder un ciel qui se déploie devant ses yeux avec l'idée que tout est fait pour lui parce qu'il est la créature centrale de Dieu, première faille narcissique. Deuxième faille narcissique, mes parents qui avaient tendance à me tenir dans les bras, me réconforter, à me soigner, à m'embrasser, me chérir. Et à un moment donné, ils me disaient, ma grande, débrouille-toi, trouve-toi un emploi, fais des études, marie-toi. Et donc, bien évidemment, je comprends bien que je ne vais pas pouvoir compter sur eux indéfiniment. Et puis, troisième moment particulier, eh bien oui, c'est cette faille narcissique en rapport avec Dieu. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de réconfort en deçà du réel pour venir, en fin de compte, m'aider et sur lesquels je peux m'appuyer.
Donc, vous voyez, Nietzsche, Dieu est mort. Freud, attention, les failles narcissiques et le fait que l'homme doit tenir debout tout seul. Et Marx, la religion est l'opium du peuple. C'est-à-dire que se tourner vers l'essentialisme, se tourner vers des philosophies où Dieu était la clé de voûte de tout un système, à partir d'une certaine période dans l'histoire de la philosophie, on va dire fin 19e, histoire de dire quelque chose, approximatif, eh bien, on est dans la pleine philosophie où on doit s'assumer et où l'homme, on va passer quand même par Camus, se retrouve abandonné à lui-même. Alors quand je dis abandonné à lui-même, n'oublions pas la pensée de Camus, la pensée de midi, la pensée du soleil. Camus nous dit que finalement, l'homme, lorsqu'il interroge le ciel et qu'il attend parfois une aide de ce ciel, eh bien ça reste sourd. Absurdus, ce qui est sourd, ce qui ne répond pas, ça signifie c'est absurde. Alors, on l'a tous à l'esprit, le côté absurde. Il y a deux contes philosophiques qui sont essentiels à ce niveau-là. Le premier, eh bien, renvoie à l'histoire de cette femme qui vient de perdre sa sœur. Elle l'aimait beaucoup, bien entendu. Elle est chez le notaire et elle apprend qu'elle vient d'hériter de 200 francs. Alors, bien évidemment, les francs anciens, elle récupère les 200 francs et puis elle se dit, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Je n'ai pas de personne à chérir ou à choyer particulièrement. Moi-même, je suis une femme d'un âge avancé. Ma sœur, avec qui je faisais beaucoup de choses, n'est plus là. Donc, eh bien, il va falloir que je fasse sans elle. Eh bien, cette femme trouve comme idée d'aller au cimetière et de réserver la place à côté de sa sœur. Et là, on se retrouve dans une histoire un peu folle, puisque non seulement elle réserve le petit lopin de terre, mais en allant, fleurir la tombe de sa sœur, commence à fleurir sa propre tombe, et puis se rend visite tous les jours alors qu'elle est vivante, elle n'est pas dans la tombe. Et là, c'est cette espèce d'absurdité à penser à sa mort plutôt qu'à sa vie, qui fait que Camus trouve que cette femme, eh bien, passe les limites d'une certaine logique. En tout cas, on ne la comprend pas. On ne comprend pas qu'elle puisse vivre pour la mort, au lieu de vivre pour la vie. Et puis, deuxième conte que tout le monde connaît, ou en tout cas texte que tout le monde connaît chez notre ami Camus, c'est le fameux mythe de Sisyphe, où on sait que Sisyphe a trahi les dieux. Il a été rapporté que effectivement Zeus s'était mis en colère contre Apollon, etc., etc. Bon, bref, on a tout le détail d'une sorte de mythologie, et en même temps, on apprend que Sisyphe, à un moment donné, a enchaîné la mort, a enchaîné Thanatos. Il ne pouvait plus y avoir de mort, ce qui fait que Sisyphe va être condamné éternellement à rouler un rocher, rouler une pierre jusqu'à le sommet d'une montagne, et puis arrivé en haut, bien évidemment, la pierre redescend au sol. Et cet homme est condamné de manière répétitive, tous les jours, à rouler son rocher en haut de la montagne. Métro, boulot, dodo, tous les jours se lever, faire, agir, se coucher, de nouveau se lever, aller travailler. Bref, une sorte de routine qui fait qu'à un moment donné, voilà, ça tourne. Ça tourne, mais ça tourne presque en se disant la tâche est inutile, la tâche est vaine, elle ne nous rend pas spécialement heureux. Et le Sisyphe, qui est ce Sisyphe qui roule sa pierre, est un Sisyphe qui n'a pas pris la grande dimension de sa destinée. Et petit à petit, alors que l'on évolue dans l'histoire, dans la métaphore qu'Albert Camus nous propose, eh bien, nous rendons compte qu'on va s'accrocher à cette pierre, on va faire corps avec elle, on va pousser la pierre, et on va même pouvoir, une fois qu'on arrive au sommet, lui donner une petite impulsion pour qu'elle reparte plus vite. On va pouvoir faire bloc avec cette pierre, on va pouvoir mettre de la boue sur sa joue parce qu'on s'applique à la rouler. Et là, on se rend compte avec Camus que petit à petit, Sisyphe prend conscience que sa pierre, c'est sa vie, sa pierre, c'est son projet, et que tous les jours, en alimentant son projet de pensées nouvelles, eh bien, on pourra s'imaginer, à la fin, rappelez-vous, le texte est magnifique, il faut s'imaginer Sisyphe heureux. Sisyphe a donné, ou en tout cas, en roulant sa pierre, a donné du sens à son histoire, a trouvé le sens de sa vie, et on peut se l'imaginer heureux. Sartre arrive après ça. Sartre, vous comprenez, c'est quelque chose qui s'est nourri des pensées précédentes. Il arrive à un moment charnière dans l'histoire de la philosophie. Dieu est mort, les choses sont absurdes, il n'y a plus de béquilles au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on n'a plus à s'accrocher à l'idée qu'un Dieu peut me sauver, me secourir, intervenir dans ma destinée, et en même temps, on ne peut pas s'aveugler au point de faire que la religion est la grande anesthésie générale, l'opium du peuple, qui ferait que petit à petit, on ne sentirait plus les douleurs de vivre.
Voilà l'état des lieux. Voilà où on en est quand Sartre commence à dire je ne suis rien d'autre que mon projet. Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande, parce qu'effectivement, pour Sartre, nous sommes libres, nous sommes tout le temps libres, et plus les situations sont contraignantes, plus nous avons à nous repenser, plus nous avons finalement à nous dépasser, nous transcender, plus notre responsabilité est engagée, et plus nous sommes finalement des êtres vivants. Alors là, j'imagine dans votre esprit comment les choses doivent comment dire, s'enchevêtrer, voire même se dénouer dans la compréhension de ce penseur. Eh bien, tout simplement parce que si on y réfléchit, Sartre nous propose une façon de philosopher qui nous place à distance de tout ce qui s'est dit avant. Une distance particulière, puisque cette distance, c'est celle qui nous invite à reconsidérer nos vies en disant que ces vies ne sont finalement que liées à des subjectivités qui sont jetées dans le monde, vous, moi, en tant que sujet, et que ces subjectivités jetées dans le monde doivent en réalité s'y produire. Et Sartre prend souvent des exemples qui sont très parlants, on va en évoquer quelques-uns, vous vous en doutez bien, qui nous font comprendre que parfois les choses ne sont pas si évidentes que ça, et que les circonstances parfois nous contraignent, et le confinement aujourd'hui nous le rappelle, hein, les circonstances nous contraignent, mais en même temps ces circonstances et ces situations que nous avons à vivre, qui sont inédites, ce sont aussi pour nous des opportunités. Voilà, la notion d'opportunité est, je crois, essentielle parce qu'elle nous permet peut-être aussi d'être plus heureux, parce que au lieu de vivre toujours en pensant au tragique de notre condition, pauvre être mortel, abandonné à lui-même, eh bien, si nous sommes dans la pensée, dans un premier temps nietzschéenne qui nous donnait déjà une impulsion, et maintenant dans cette pensée de Sartre, eh bien nous prenons conscience que finalement l'homme n'est rien d'autre que son projet, et que le projet va être parfois difficile, même s'il est exaltant. Alors, pourquoi je dis difficile? Eh bien parce que être jeté au monde, être vivant, exister, ça semble facile. Hormis que l'homme est un sujet, et notamment un sujet pensant, et que par conséquent, lorsqu'il s'interroge sur le monde, il s'interroge d'une façon assez particulière, en tout cas singulière. Il s'interroge en tant que sujet au monde et pas objet au monde. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que bien évidemment, lorsque je suis un sujet jeté au monde, je prends conscience du pouvoir que j'ai à être libre. La liberté chez Sartre, il faut totalement la repenser. C'est pas simplement, et j'ai presque envie de dire bêtement, le fait de dire ouais, je suis un sujet, je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. D'ailleurs, Épicure arriverait en courant en disant non, non, Laurence, ne vous trompez pas. Il s'agit de savoir que le vivant a des contraintes de vivant, c'est-à-dire des besoins naturels, manger, dormir, se reproduire, etc. Donc vous n'êtes pas totalement libre. Alors je dirais, et à Épicure, effectivement, tu as raison. Bon. Sartre a bien compris que nous avons des contraintes naturelles. Donc la liberté, c'est pas une liberté au sens premier du terme, je fais ce que je veux. C'est une liberté qui nous fait prendre davantage conscience de nos responsabilités. Et là, eh bien, on se retrouve comme Roquentin. Rappelez-vous ce brave Roquentin, le livre La Nausée, qui est assis sur un banc, qui est en train comme ça d'observer. Alors c'est toujours magique l'écriture de Sartre quelque part, parce qu'il y a la plume du grand littéraire. Hein. Roquentin est assis sur un banc, il est dans un square, il vient de voir passer un oiseau dans le ciel, il le contemple, il y a une forme de dégoût qui l'envahit, puis il regarde à côté de lui le marronnier, puis il voit toutes les racines, les grandes racines du marronnier qui sortent un peu comme des lacets hein, sur des chaussures. Ça sort comme ça de la terre, il regarde ça et il a une sorte de dégoût. Une sorte de dégoût parce qu'il prend conscience que pour l'oiseau, pour le banc sur lequel il est assis et pour le marronnier, tout est gratuit. Rien n'est posé. Le banc, la pierre, le caillou, l'oiseau ne s'interroge pas sur ce qu'il est. Alors que le retour réflexif de la conscience à elle-même, c'est typiquement une posture humaine.
parce que la rationalité nous permet de réfléchir, de penser, de nous interroger, et donc d'avoir un retour sur nos actes et sur nos réflexions. Alors là, vous l'avez compris, Sartre nous met dans une situation qui commence à nous étreindre un peu. Cette liberté absolue que nous avons et qui fait que nous sommes quelque part dans un monde où les choses n'ont pas conscience de ce qu'elles sont, alors que nous portons en permanence le germe de la signification dans nos actes, ça commence à devenir éprouvant. Ça devient tellement éprouvant que nous prenons conscience que parfois c'est compliqué et que c'est tellement compliqué que les relations même avec autrui vont être aussi aspectées de manière particulière. Alors, on continue parce que là on est en train de s'embourber petit à petit dans le schéma de cette conscience qui est pleine liberté à elle-même et qui en même temps comprend qu'à chaque fois qu'elle s'engage dans sa liberté, elle engage avec elle toute l'humanité. C'est ça qui est fabuleux, c'est que la liberté n'est pas anodine, la liberté est pleine d'elle-même parce qu'il y a un sujet conscient au cœur des actes même. Et ça, c'est vertigineux, ça donne la nausée parfois, et en même temps, ça fait prendre conscience du sens des responsabilités qui sont les nôtres. Souvent, en tout cas au début, je concevais Sartre en me disant, mais il nous parle d'un existentialisme en parlant d'un humanisme, mais il n'y a pas d'humanisme. Eh ben non, il n'y a pas d'humanisme. Parce que l'homme, la femme aussi, hein, mais l'homme surtout, vous l'avez compris, l'homme est celui qui est plein de penchants, de travers, de défauts, et nécessairement au moment où il agit, il porte ça avec lui. Mais la difficulté, nous dit Sartre, c'est qu'au moment où il s'engage, il porte la responsabilité de toute l'humanité. Il ne s'engage pas que pour lui-même, il est humain qui s'est installé dans une humanité et dont il est le représentant. C'est là le rapport à la responsabilité et c'est là que les choses deviennent complexes. J'ai avec moi un petit texte que je vais vous lire parce que je pense que c'est intéressant pour étoffer mon propos. Lorsque, par exemple, un chef militaire prend la responsabilité d'une attaque et envoie un certain nombre d'hommes à la mort, il choisit de le faire et au fond il choisit seul. Sans doute il a des ordres qui viennent d'en haut, mais ils sont trop larges et une interprétation s'impose, qui vient de lui, et de cette interprétation dépend la vie de 10 ou 14 ou 20 hommes. Il ne peut pas ne pas avoir, dans la décision qu'il prend, une certaine angoisse. Tous les chefs connaissent cette angoisse. Cela ne les empêche pas d'agir, au contraire, c'est la condition même de leur action, car cela suppose qu'ils envisagent une pluralité de possibilités, et lorsqu'ils en choisissent une, ils se rendent compte qu'elle n'a de valeur que parce qu'elle est choisie. Parce qu'elle est choisie. Et cette sorte d'angoisse, qui est celle que décrit l'existentialisme, nous verrons qu'elle s'explique en outre par une responsabilité directe vis-à-vis des autres hommes. Et les autres hommes, bien sûr, qu'elle engage. Elle n'est pas un rideau qui nous séparerait de l'action, elle n'est pas un rideau qui nous séparerait de l'action, mais elle fait partie de l'action même. Vous voyez l'exemple, hein, le chef militaire qui envoie ses hommes au combat et qui à ce moment-là doit assumer d'envoyer aussi peut-être ses soldats à la mort. La responsabilité qui engage l'humain en tant qu'homme responsable, mais pas responsable que pour lui-même, il est responsable de lui-même et pour tous et devant tous. Et c'est ça la grande question de la philosophie sartrienne. Je suis condamnée à être libre. Cette liberté, parfois, elle m'oppresse. Elle m'oppresse parce qu'elle porte le vertige de l'angoisse de l'échec et en même temps, elle porte la possibilité pour moi de mes réussites. Et à chaque fois, cette liberté, sans cesse repensée, transcendée, revisitée, nous permet de faire advenir le sujet qui représente l'humain, qui est dans cette posture particulière qui fait de lui un être responsable. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on prend déjà conscience que la liberté, ou en tout cas la façon dont Sartre nous dit que nous sommes condamnés à être libres, est un poids pour l'humain. C'est un poids pour l'humain qui assume pleinement ce qu'il est. Et là, on a des exemples avec Jean-Paul Sartre qui sont absolument fabuleux. Ce sont des exemples où il va nous mettre en situation, dans des situations où on ne sera pas forcément à notre avantage, parce que justement, il veut montrer que l'homme
a aussi des travers, il a aussi ses petites démissions quotidiennes et surtout, il est capable d'une très grande mauvaise foi. Et la mauvaise foi, pour Sartre, c'est tout simplement le pourrissement de cette liberté, puisque la liberté qui doit s'exercer doit être une liberté consciente et non pas une liberté fuyante, ou en tout cas ne pas être une liberté qui se défile face à ses responsabilités. Alors prenons un autre exemple. Jean-Paul Sartre aimait aussi à dire que euh, s'engager dans le monde, c'est aussi le faire parce qu'on porte avec soi une totalité, et cette totalité, eh bien, elle est, comment dire, euh, parfois inapte à capter la totalité de ce qui se déroule. Parfois, nous sommes pris de court. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations que nous n'avons pas choisies. Il prend un exemple qui montre, par exemple, avec le garçon de café, il prend un exemple banal pour nous mettre face à des obligations et que l'on comprenne que l'humain, c'est pas simplement être là, vivre et profiter. Voilà, il y a des enjeux qui sont bien plus sérieux que cela. Alors, dans l'exemple du garçon de café, qui est un peu comme l'exemple du militaire, hein, celui qui engage des hommes au combat, il peut être dans un poste de commandement, il prend la responsabilité d'envoyer des hommes au front, c'est eux qui vont souffrir. Donc, il y a les décisions, les décisionnaires d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a les exécutants qui, eux, sont en contact direct. Donc, vous voyez, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de décisions qui sont prises et il y a énormément d'exécutants, mais les exécutants ne sont pas forcément ceux qui prennent les décisions. C'est pour dire la responsabilité que doit prendre celui qui donne l'ordre parce qu'il engage avec lui toute l'humanité qu'il porte. Et là, on pense à ce garçon de café. Alors, le garçon de café, il est sympathique. D'abord, vous savez que vous arrivez au café, il est là, il vient vous voir, il vous demande ce que vous voulez boire et vous lui demandez un café. Alors le garçon de café, normalement, doit vous sourire, partir chercher votre café, et il revient et vous sert un café. Très bien. Et puis là, vous lui dites, ah, excusez-moi, est-ce que je pourrais aussi avoir un verre d'eau? Et là, vous voyez votre garçon de café qui commence à faire un peu la tête ou la moue. Vous voyez qu'il va aller à d'autres tables, et puis finalement, votre verre d'eau, vous allez l'avoir peut-être un quart d'heure plus tard. Alors quand je dis ça, je prends pas les exemples, je dis pas que tous les garçons de café sont comme ça, hein, c'est l'exemple un peu sartrien. Donc Sartre nous dit voilà, le garçon de café, il est là pour me servir, c'est son travail, je dois le respecter encore en tant que garçon de café, bien évidemment, il n'est pas, comme dirait Bellini dans La vie est belle, vous savez, le film, on n'est pas en servage, hein. Attention, cet homme est là pour me servir, je lui commande poliment un café, il revient, il tarde à m'apporter mon verre d'eau, il fait la moue, et etc., etc. Autre cas de figure, le même garçon de café, un autre jour, il est de bonne humeur, je lui demande un café, il va chercher mon café, je lui demande un verre d'eau, il me fait des grands sourires, et plus ou moins, on va dire, aguicheur, il est beau garçon, il me trouve séduisante, et nous entrons dans un jeu de séduction. Dans les deux cas, qu'il soit le gentil garçon de café ou le garçon de café un peu qui traîne les pieds, qui n'a pas envie de revenir deux fois à la même table parce que ça ne lui rapporte pas grand-chose finalement, eh bien dans les deux cas, il n'est pas dans son rôle. Sartre nous dit que nous sommes des libertés à l'œuvre dans notre existence, des libertés qui sont là pour jouer notre rôle. Quand je suis le garçon de café, je dois servir mon client, le servir poliment, gentiment, avec une sorte d'altruisme qui fait que le geste que j'exerce au moment où je le sers est un geste élégant. Lorsque je suis le garçon de café de mauvaise humeur, je ne suis pas dans mon rôle. C'est pas ce qui m'est demandé. Donc je trahis l'humanité qui s'exerce à travers moi. De la même manière que quand je suis le garçon de café qui dragouille un peu les filles à la terrasse, en soi, c'est pas méchant, vous allez me dire, bien évidemment, c'est charmant. Mais d'un autre côté, le garçon de café à ce moment-là sort de son rôle parce qu'il n'est pas là, en réalité, pour séduire les femmes. Il est là pour servir. Et donc, on est, vous voyez, dans cet exemple, à la limite entre ce que je dois faire dans mon rôle et ce que je ne fais pas. Et là, c'est la mauvaise foi quand, d'une certaine façon, eh bien, on sort du cadre de ce que l'on doit faire pour multiplier les rôles en même temps. En gros, prenons et soyons plus simples, je suis votre professeur de philo, on va dire gentiment. Eh bien là, je vous dispense un cours de philosophie. Là où ça serait un problème, c'est si je commençais à vous raconter ce que j'ai mangé à midi, sous prétexte que finalement on est confiné et que je ne suis pas dans un amphi, donc je ne suis pas obligée de faire un vrai cours. Ça pourrait être aussi le fait que je vous raconte ma vie, ce que je fais de mon confinement. En réalité, je ne serais pas dans ma fonction, puisque mon rôle est d'être le professeur de philosophie, donc de vous parler de philosophie. Et puis, imaginons que ce soir, on ne soit pas dans un confinement, je puisse aller manger chez des amis,
et qu'en dînant chez mes amis, je me retrouve à discuter et au lieu de parler de choses et d'autres, c'est-à-dire leur demander d'abord comment ils vont, eh bien je me retrouve à parler de philosophie et puis avec mon langage en train de parler entre fromage et dessert de Platon, Descartes, Aristote. Et au bout d'un moment, mes amis ne me supporteraient plus. Ils diraient, mais bon sang, on va la tâcher, la bâillonner comme le barde dans Astérix à la fin de la bande dessinée. Il finit toujours ligoté quelque part parce qu'on veut le faire taire. Ce qui veut dire que quand on outrepasse son rôle et qu'on exerce son rôle ailleurs que là où il est demandé, eh bien, on fait une erreur. Et là, on est dans la mauvaise foi. Reprenons notre garçon de café. Il a servi toute la journée. Il enlève son tablier. Il rentre chez lui, heureux de rentrer chez lui. Il embrasse sa femme. Il fait une embrassade, un moment de tendresse avec ses enfants. Et à ce moment-là, il s'apprête à passer à table. Au moment où il arrive à table, il se rend compte que la table est mise, bien évidemment, mais que son épouse a mis les couteaux et les fourchettes de manière inverse. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le garçon de café arrive à table et il commence à redresser. Il inverse ce qui a été mal mis, il remet un peu plus droit les verres, il pose, voilà. Eh bien, vous voyez, à ce moment-là, au lieu d'être l'époux heureux de rentrer chez lui et de voir que sa femme lui a préparé à dîner et qu'elle a mis une jolie table pour lui, eh bien, il est là en train de corriger. Il joue encore le rôle du garçon de café, du serveur qui sait comment on dresse une table, etc., etc. C'est ça que que veut démontrer Jean-Paul Sartre lorsqu'il nous dit que des fois nous dépassons notre rôle, nous nous comportons comme des gros pleins d'être. Il appelle ça les salauds, par le gros mot, hein. Le salaud, c'est le gros plein d'être, celui qui continue à être en dehors de certaines situations, dans un rôle qui n'est pas approprié à la situation. Un autre exemple tout simple, imaginez, comme ça on va parler un peu des policiers, c'est sympa. Imaginons, le policier a fini sa garde de policier, il rentre chez lui, et en rentrant chez lui, eh bien, il vous arrête, il vous interpelle, il commence à vous dire que vous avez fait telle infraction, telle autre, etc., et qu'il veuille vous verbaliser. Eh bien, d'une certaine façon, alors qu'il n'est plus en fonction, alors vous me direz bien sûr, il y a toujours le risque du danger et qu'ils sont toujours en faction quelque part, et ils ont bien raison puisqu'ils veillent sur nous. Mais d'un autre côté aussi, ça voudrait dire qu'il continue à être, en dehors du moment où il est en service, ce qu'il est, c'est-à-dire que dans un rôle qui ne serait pas le sien, il continuerait à jouer le rôle précédent. Ce qui veut dire en gros que nous jouons tour à tour différents rôles et que la liberté qui s'exprime pleinement en nous est une liberté qui nous permet de ne pas confondre les rôles. Donc, quand je suis le professeur de philosophie, je vous parle de philosophie et j'essaye de le faire bien. Quand je quitte le moment de la philosophie et que je vais retrouver mon chat qui s'appelle Marc Aurèle, eh bien, je suis la maîtresse de mon chat. Lorsque je prépare à dîner, que j'invite des amis, je suis la maîtresse de maison qui les accueille dans ma maison et qui se fait un plaisir de les accueillir. Donc, vous voyez, nous enchaînons une multiplicité de rôles. Et quand nous les jouons mal, quand nous outrepassons le rôle, lorsque nous confondons les rôles, eh bien, nous ne sommes pas à notre place. Et à ce moment-là, nous sommes dans une humanité qui se manifeste à travers ses mauvais penchants et ses quelques défauts. Mais Sartre ne les condamne pas pour autant. Il dit simplement qu'il faut les assumer. Là, c'est une autre histoire. Alors, on a compris cette histoire-là. Autre chose, il nous parle de démission quotidienne. Alors, il y a un exemple qui est superbe, c'est l'exemple. Alors, il dit, voilà, je n'ai pas rencontré l'homme de ma vie. Je le décline au féminin. Hein. Je n'ai pas rencontré l'homme de ma vie. Alors, Sartre dirait, je n'ai pas rencontré l'homme de ma vie parce que j'ai beaucoup travaillé la philosophie, parce que j'ai toujours beaucoup bougé, j'ai fait énormément de choses, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de poser mon regard sur quelqu'un. Et puis en même temps, quand j'ai regardé autour de moi, ce qu'il y avait, c'était pas terrible. Voilà ce que dirait Sartre. Non. Il faut pas que je dise, moi, j'ai été très occupée par mes études de philo, j'ai été très occupée ou accaparée par la vie, j'ai été très, etc. Il faut juste dire qu'à un moment donné, si je n'ai pas trouvé la personne de ma vie, c'est tout simplement parce que je n'ai jamais été suffisamment attirante pour être la personne de la vie de quelqu'un.
autre chose. Si je n'ai pas d'amis et que je suis souvent dans la solitude, plutôt que de me plaindre en disant oh, les gens sont ingrats, ils ne s'occupent pas de moi, ils pensent pas à m'écrire, à me téléphoner, à prendre de mes nouvelles. Il ne s'agit pas de dire ils sont ingrats. Il s'agit de dire je ne dois pas être très agréable ou je ne dois pas être très sympathique pour qu'au final, les personnes que je fréquente ou que je suis amenée à croiser à l'ordinaire ne donnent même pas signe de vie, ne cherchent pas à savoir comment je vais, parce que finalement, je ne les intéresse pas plus que ça. Vous voyez, les circonstances sont là. Si je ne suis pas à la hauteur de ma destinée, c'est ma faute et non pas la faute d'autrui. Et c'est ces démissions quotidiennes face à des situations complexes que Sartre veut dénoncer, et c'est là qu'il nous place face à nos responsabilités. Alors des exemples, il y en a plein. Alors il dit aussi j'ai écrit des livres mais personne ne m'a lu. Alors ben, c'est une façon de dire que si les gens ne m'ont pas lu, c'est qu'ils ont peut-être lu le premier tome et puis que ça leur a pas plu. Ils n'ont pas trouvé une plume assez fascinante ou intéressante à lire et que finalement ils ont renoncé à lire les livres suivants. Vous voyez, c'est toutes ces choses qu'on aurait tendance à attribuer à l'autre en disant que c'est l'autre qui est responsable de mes échecs, de mes déficiences, de oui, vous savez, quand on est prof, souvent on a des étudiants qui arrivent en retard. Oui, le bus n'était pas à l'heure, mon réveil n'a pas sonné. Qu'est-ce que c'est que c'est? En plus, on est dans le on toujours, hein, on m'a pas réveillé. Ben, c'est l'inauthentique, comme dirait Heidegger. En réalité, il faut dire tout simplement, ben, écoutez, madame, ce matin, j'avais pas envie de me lever. Donc, je me suis levée plus tard. J'ai pas eu le temps de me préparer pour pouvoir prendre le premier bus. J'ai donc pris le second. Puis, bah, vous me voyez arriver que maintenant, parce que bah, j'assume complètement le fait que j'ai pas été sérieux. C'est ça la vérité. Hormis que les trois quarts du temps, nous sommes dans des petites démissions quotidiennes. Nous trouvons toujours que c'est les circonstances, les autres, je sais pas, une sorte de mauvaise, de malchance, de mauvaise volonté de la part des autres, etc., qui font qu'au final, ben, mon travail n'est pas reconnu, je ne suis pas appréciée à ma juste valeur, etc., etc. Mais pour Sartre, ça, c'est pas vraiment, comment dire, digne d'un homme responsable. Et il dit d'ailleurs que commencer à philosopher, c'est forcément être dans l'angoisse de celui qui se dit je suis une liberté pleine et entière, qui m'engage et qui engage aussi toute l'humanité. C'est aussi se dire que quand je prends une décision, je ne la prends pas que pour moi, elle engage d'autres avec moi. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des choix de vie, eh bien c'est vrai que soit on s'engage auprès de personnes qui sont comme vous, soit vous vous engagez auprès de personnes qui diffèrent de vous. Mais n'essayez pas de les changer, vous les avez choisis pour ce qu'ils sont. Ce qui veut dire que quelque part, tu es comme tu es avec ta différence, je suis comme je suis avec la mienne, mais comme nous ne sommes plus pour ça, parce que nous étions comme ça, eh bien continuons ensemble. Voilà, c'est ça les choses qui ne vont pas. C'est cette façon dont l'autre veut me changer. Ou moi, je veux changer l'autre pour qu'il soit finalement, comment dire, semblable à mes attentes. Or, n'oublions pas ce que nous disait ce cher Lévinas. Quand quelqu'un commence à me dire non, ça y est, il se pose devant moi comme une subjectivité. Donc imaginez, pendant 10 ans, vous avez vécu avec Albert, pendant 10 ans, Albert est venu faire du shopping avec vous. Un jour, vous lui dites, Albert, on va voir le shopping, il y a des nouveaux vêtements qui peuvent me plaire, tu verras, ça va être super. Et Albert vous dit, non, aujourd'hui, j'y vais pas. Comment ça, tu n'y vas pas? Ça fait des années que tu m'accompagnes, etc. Ben, pas aujourd'hui. Eh bien, quand Albert dit non, il est en train de poser une personnalité, dirait Lévinas, un visage qui s'affirme. Et derrière ce visage, il y a un je, une authentique personne qui à ce moment-là va vous dire, ben non, moi je préfère aller me promener dans la nature, écouter, je sais pas, le chant des oiseaux, prendre l'air, je n'ai pas envie de m'enfermer dans une boutique ou dans des magasins. Eh bien, ce lien particulier, ce moment où Lévinas dit que l'autre s'affirme en me disant non, eh bien, c'est qu'à partir de ce moment-là, il pose sa personnalité. Et le fait qu'il diffère de moi, comme dirait notre ami Saint-Exupéry, il m'enrichit. Voilà. Parce que quelque part, l'humanité est faite d'un ensemble d'individus qui sont tous différents les uns des autres et qui, dans leur singularité, affirment ce qu'ils sont. Donc, vouloir gommer toute cette, comment dire, aspect particulier d'un individu, vouloir effacer ses défauts ou ses qualités pour pouvoir exister plus que lui, etc., etc., ben c'est déjà nuire à l'humanité. C'est déjà nuire en nuisant à un individu, à l'humanité tout entière. C'est là l'angoisse, c'est là la responsabilité, c'est là que devient difficile le choix, parce qu'on se dit je suis condamné à être libre et il faut que je me choisisse, me choisir en étant à la hauteur de ce que je suis, y compris, comme dirait Sartre,
en 43 quand je dis je n'ai jamais été aussi libre que sous l'occupation allemande. Alors que voulait-il dire? Alors on imagine en 43, 43, bien évidemment, on avait d'abord les Allemands qui étaient entrés très largement sur notre pays. On avait un gouvernement qui était parti à Vichy. Il y avait bien évidemment l'existence déjà des camps de concentration. Enfin bref, c'était quand même un climat abominable. L'ennemi était dans le pays et il fallait, entre guillemets, composer avec lui. Là où c'est intéressant, c'est que Sartre nous dit: nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que si je suis dans mon salon, tranquillement, en train de regarder la télévision, que finalement le temps passe, inlassablement, les heures s'enchaînent, s'écoulent, un peu toutes identiques à elles-mêmes, mais finalement je me laisse un peu aller, quoi. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'oublie que je suis une liberté et que je peux exprimer cette liberté en agissant. Or, l'Allemand est arrivé. Il a envahi le village. Il a envahi le village, certains ont eu peur de lui et ont voulu préserver leur famille. Donc, quelque part, ils n'ont pas trop résisté. D'autres, par contre, se sont sauvés. Ils ont pris le maquis et ils sont en train d'organiser une forme de résistance. D'autres ont choisi le mauvais camp, entre guillemets, ils ont décidé de collaborer. Eh bien, Sartre dit, choisissez ce que vous voulez. Vous voulez être le résistant, soyez résistant. Vous voulez être le père ou la mère de famille responsable de sa ferme, de ses troupeaux, des enfants, bref, du lieu que vous occupez. Vous êtes responsable du lieu que vous occupez. Vous voulez être collabo, c'est-à-dire dénoncer, faites. Par contre, à l'issue, eh bien, Sartre vous dit qu'il faudra assumer totalement votre liberté et vos choix. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas sa veste. Sartre nous rappelle que si l'existentialisme est un humanisme, c'est-à-dire que si c'est humain trop humain, au sens où je peux être une humanité en déficience, une humanité qui elle-même se dégrade à mesure qu'elle agit, si je ne suis pas toujours un digne responsable de cette humanité parce que j'agis mal ou parce que je fais les mauvais choix, eh bien à la fin, il faut pouvoir les assumer. Il faut pouvoir dire c'est moi. C'est moi qui n'étais pas suffisamment sympathique pour qu'on puisse m'apprécier et faire de moi une amie. C'est moi qui n'étais pas assez séduisante ou agréable ou comment dire ensorceleuse, comme dirait Saint-Exupéry en parlant de Consuelo, pour qu'un homme daigne poser son regard sur moi. Si mes livres ne sont pas lus, c'est parce que je ne m'applique pas assez à l'écriture. Si j'ai choisi d'être le collabo, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais peut-être lâche, mais surtout aussi, j'étais, j'avais choisi un camp qui n'était pas le mien. J'aurais pu gagner la guerre si les Allemands avaient gagné, mais ça n'a pas été là le cas, donc j'ai fait le mauvais choix. Eh bien, à l'issue de tout ça, Sartre nous dit, je ne suis rien d'autre que mon projet et je suis responsable de ce que je suis. Par contre, l'occupation en soi est un moment qui nous ouvre à d'autres opportunités. C'est un moment particulier qui nous ouvre à dire à un nouvel espace de possibilités et donc l'homme n'est rien d'autre que son projet. Et là, on se rend compte que petit à petit, plus les difficultés sont là, plus les rapports sont compliqués, plus les choses sont difficiles, plus la contrainte est là, et plus finalement je suis dans l'obligation de me repenser, je suis dans l'obligation de rechercher des moyens d'agir et pour agir mieux. Et à la fin, je ne serai pas de mauvaise foi, je ne serai pas dans la démission face à mes choix. Vous savez, mon attachement à Saint-Exupéry disait « Je serai à moi-même mon propre témoin ». Moi, j'adore cette phrase. Je serai à moi-même mon propre témoin. Vous vous rappelez tous, je sais pas moi, quand vous étiez plus jeune, enfin moi je suis une femme, donc messieurs ça vous parlera peut-être pas, mais pensez quand votre femme vous le demande. Vous savez quand on vous dit tu veux pas faire le ménage, tu passeras l'aspirateur. Oui, je passerai l'aspirateur. Alors bien entendu les parents s'en vont et puis on le fait ça vite parce qu'on n'a pas trop envie, c'est la corvée, c'est la contrainte. Bon. Parfois même, enfin je sais pas vous, mais on en laisse un peu sous le tapis, ou on fait pas derrière les portes, ou on fait pas sous les meubles, mais on s'en fout. En gros, on a passé l'aspirateur, donc on s'est dédouané. On l'a fait sans bien le faire, mais on l'a fait. Quand vos parents rentrent, ou votre femme, monsieur, si c'est votre femme qui vous a demandé ce service, et qu'on voit bien que finalement elle est en train d'examiner le travail et qu'elle reprend l'aspirateur pour continuer en soupirant ou en haussant les yeux au ciel, on n'a pas besoin de s'expliquer, on a bien compris qu'on l'a mal fait. Et on n'a pas besoin de se faire disputer non plus, puisqu'on sait très bien qu'on n'a pas été à la hauteur de la tâche. C'est-à-dire que quelque part, quand je dis je suis à moi-même mon propre témoin,
pas besoin de juge. On n'est pas chez Emmanuel Kant. Pas besoin d'un Dieu qui viendrait juger mes actes, pas besoin de quelqu'un d'autre qui viendrait juger mes actes. Puisque par moi-même, comme disait Saint-Exupéry, je peux considérer que je me suis pas appliquée. Et je n'y ai pas mis la dimension comment dire, de bienveillance ou de perfectionnement que j'aurais pu y mettre. En bref, j'ai été médiocre, je n'ai pas été à la hauteur de mon projet. Sartre, lui, il nous pose la chose un petit peu différemment. Lui, il va nous placer dans le huis clos. Il va falloir le huis clos pour se rendre compte pleinement de ce que c'est que l'existentialisme. Alors, le huis clos, on passe par autrui. Alors, juste une petite parenthèse pour que vous compreniez ça. Alors, j'espère que il est presque 4 heures, on va un petit peu déborder aujourd'hui, mais j'espère que vous m'en voudrez pas parce que je pense que ça a quand même son intérêt. Dans L'être et le néant, Sartre, page 304 de L'être et le néant, aborde la théorie du regard. Et il dit que ce n'est jamais quand des yeux vous regardent qu'on peut les trouver beaux ou laids. Et c'est vrai. Quand des yeux vous regardent, vous voyez une profondeur d'âme. Et donc, vous êtes en deçà comment dire, de la physique, c'est-à-dire de la façon dont les yeux sont représentés devant vous. Par contre, si deux personnes discutent et que vous les regardez, c'est là que vous allez dire « Oh, mais il a de beaux yeux » ou alors « Il a des yeux vitreux » ou « Il a des yeux glauques ». Enfin bref, vous allez dire ce que vous voulez. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, quand je regarde autrui, je vois en deçà d'un objet et je vois quoi? Eh ben, je sens une subjectivité à travers ce regard. Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, prend un exemple de la rencontre avec autrui qu'il aspecte, lui, dans un premier temps, sous le terme, enfin, par le prisme du conflit. Alors, il dit, voilà, imaginez, je viens de commettre un geste maladroit. Alors là, le geste pour Sartre, il est très simple. Il arrive devant un bureau et il est en train de regarder par le trou de la serrure pour voir ce qui se passe derrière dans la pièce. Là, plusieurs possibilités. Alors, il fait ce geste et il dit qu'à ce moment-là, quelqu'un arrive et le voit en train de regarder par le trou de la serrure. Là, plusieurs possibilités s'offrent à lui. Premièrement, il rougit, il pâlit, il se dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et il constate que l'autre, quand il l'a vu, il ne l'a pas regardé comme un sujet à l'œuvre dans l'histoire, il voit un objet. Donc, il est objectivé dans sa façon d'être. Donc, être objectivé, ça veut dire qu'on essaye de donner un sens à ce qu'il fait. Donc, imaginons, si on regarde quelqu'un qui est en train de regarder par un trou de la serrure, on se dit, ben dis donc, il est bien curieux celui-là. Il aurait pu taper à la porte et ouvrir et puis voir derrière ce qui s'y passait. Donc, c'est quelqu'un qui est curieux. Ou alors, imaginons, suivant l'endroit où c'est, on peut dire, tiens, c'est un voyeur. Il est en train de regarder par le trou de la serrure, peut-être que derrière la porte, quelqu'un se déshabille. Troisième point, il peut aussi se dire, bah dis donc, il est bien timide. Il suffit de taper, bonjour. Si on se trompe de salle, eh bien on dit excusez-moi et on va taper la porte d'à côté, en gros. Donc, au moment où l'autre me voit, c'est comme s'il dressait, en m'observant, un mauvais portrait de moi, nous dit Sartre. Non seulement un mauvais portrait de soi, mais ça fait un peu penser, vous savez, aux photomatons. On prend les photomatons et on est tous à dire à la sortie, oh bah dis donc, franchement, ces appareils, ils sont vraiment minables. On n'est jamais bien sur les photos. Excusez-moi, l'appareil, parfois, n'y est pas pour grand-chose. On n'est pas tous des Apollons, en gros. Mais malgré tout, quand Sartre nous parle, lui, c'est autre chose qu'il veut nous dire. Il veut nous dire que finalement, je suis dans le regard de l'autre. Et c'est le regard de l'autre qui me fait prendre conscience de ce que je suis. Et c'est pour ça qu'il dit à un moment donné, j'ai honte de la manière dont autrui me voit. Eh bien oui, parce qu'au lieu de me voir en train de regarder par le trou de la serrure, en train de commettre ce geste indélicat, eh bien j'aurais aimé qu'il me voie dans ma splendeur, lorsque j'arrive avec ma belle robe, en train de descendre l'escalier. Enfin bref, imaginez-vous quelque chose de beaucoup plus sensuel, beau, agréable. Imaginez, vous observez quelqu'un en voiture qui s'énerve, qui fait des bras d'honneur, des gestes vulgaires, etc. De loin, vous allez vous dire, ben donc, quel odieux personnage. Si vous croisez l'individu quelques temps plus tard dans un bureau parce que vous découvrez que c'est votre nouveau collègue de travail, vous allez vous dire, bah dis donc, voilà. Et là, l'autre se dit, mince, j'ai donné une mauvaise image de moi et je ne peux pas corriger ça, puisqu'en réalité, je suis la somme de mes actes. Je suis la totalité qui s'offre à l'autre. Je suis objectivée dans un premier temps, puisque la somme de mes actes est considérée comme quelque chose d'objectif, mais derrière, ça renseigne sur le jeu qui est capable d'agir de cette sorte. Donc, quand on a compris ça, le rapport à autrui est un rapport compliqué.
parce que l'autre porte un regard sur moi, et quand il porte le regard sur moi, il m'objectivise, pardon, et quand il m'objectivise, il a un regard qui est un regard parfois neutre, perçant, et troublant parce que par un acte réflectif, la façon dont l'autre m'a perçu me fait prendre conscience de mes travers, de mes défauts et bien entendu parfois quand je suis belle, séduisante, attirante, etc., me fait prendre conscience aussi de mes qualités, de mon pouvoir de séduction, etc., etc. Donc revenons à notre huis clos maintenant. Imaginons, cet homme est mort, il est mort et à ce moment-là, il se retrouve en présence d'autres qui vont commencer à lui dire tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as mal fait comme ça. Bref, le Sartre va finir en disant pas besoin de grille, l'enfer c'est les autres. Ça voulait dire on n'a pas besoin d'un enfer, hein, l'enfer où on mettrait l'humain accroché à la broche avec un diablotin qui piquerait pour savoir si la viande est cuite et en disant tu as mal agi, il faut te punir, etc. Pas du tout. L'enfer, c'est les autres. Pour Sartre, c'est tout simplement la finalité de son existentialisme. Alors, on l'a bien compris. Si je suis jeté au monde, je suis une liberté absolue qui s'exerce. Cette liberté absolue qui s'exerce, elle est pleine, elle est entière, elle se choisit. Faible, on l'a dit, à la hauteur, trouble, je sais pas moi, lâche, bref, on se choisit. Lorsque nous agissons, à chaque fois, nous improvisons. À chaque fois, nous sommes face à des possibles et nous choisissons parmi ces possibles celui qui nous convient le mieux. Sauf que, comme nous ne sommes pas dans l'essentialisme, philosophie dont je vous ai parlé au début de mon intervention, je ne suis pas préétablie par Dieu. Je ne suis pas mise à l'épreuve par Dieu dans un décor qui serait le monde. En étant existant, je devrais m'appliquer aux préceptes divins. Là, je suis libre. Je suis jetée au monde. Je me choisis. Je suis responsable de ce que je suis, de mes choix, de mes non-choix, de mes erreurs, comme de mes réussites. Bref, je suis mon projet. Ce qui veut dire que on n'a pas encore inventé le blâme funéraire. Parfois, moi, c'est des choses qui, pourtant, je me dois d'avoir la bonté du philosophe, mais parfois, ça m'interpelle et ça me passe par l'esprit. Vous savez, quelqu'un qui a une vie très méchante, odieuse, etc., vous savez, comme il est mort, c'est la pire des choses. Quand quelqu'un est mort, tout le monde se tait. Et puis on voit quelque temps plus tard des biographies dans lesquelles on découvre les travers de l'individu et les choses absolument abjectes qu'il a pu commettre. Eh bien, c'est ça, être mort et observé par l'autre. Le blâme funéraire devrait exister immédiatement. Après tout, s'il a été un salaud, s'il a été démissionnaire, pourquoi ne pas le dire? Ça change rien, quelque part. Sauf que ça change quand même, j'en perds mon ordinateur, sauf que ça change le regard que l'on porte à autrui. Et là, c'est intéressant. Quand on dit pas besoin de grille, l'enfer c'est les autres, c'est parce que dans ce huis clos va se jouer quelque chose d'absolument extraordinaire, à savoir qu'à ce moment-là, c'est l'autre qui vous dit qui vous êtes. Donc, exister, c'est être, c'est pouvoir changer d'avis, c'est pouvoir décider de faire autre chose. Aujourd'hui, je suis professeur de philosophie, demain, je pourrais tout lâcher, acheter un terrain et aller planter des fleurs et vivre comme une jardinière, comme dirait notre ami Saint-Exupéry. Et à ce moment-là, profiter de mon grand jardin et ne plus faire de philosophie. Je pourrais faire ça. Comme si j'ai commis un crime atroce, je pourrais être un repenti. Je pourrais essayer de me rattraper, me racheter en étant plus humain, plus altruiste. Toutes ces choses-là font que je suis la somme des rôles que je joue, la totalité qui est en œuvre et que je peux changer jusqu'à la dernière minute de mon existence. On pourrait dire Laurence, elle est gentille, elle est sympathique, et puis les 10 dernières années de ma vie, je peux être digne d'une Tata Daniel et devenir absolument abominable. On dirait, oh là là, bah, elle n'était pas terrible. Vous voyez, c'est au final les autres qui regarderont mon existence et qui diront les uns et les autres, à partir de ce qu'ils connaissent de moi, ce qu'ils ont pensé de moi. Pas besoin de grille, l'enfer c'est les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est vivant, pour Sartre, nous existons, c'est-à-dire que nous ne répondrons pas à une définition préalable ou en tout cas établie. Nous sommes dans la liberté absolue jusqu'à ce que nous rendions notre dernier souffle.
Et quand nous sommes morts, ça y est, tout ce que nous avons fait est figé, parce qu'on ne peut plus revenir en arrière, on ne pourra plus changer les choses, on est mort. Et là, les autres prennent le relais de notre histoire et dans une narration particulière disent qui nous sommes. Certains diront, bah, Laurence, elle était gentille. Ah, bah, Laurence, elle était perfectionniste avec sa philosophie. Ah, bah, Laurence, à des moments, elle était un peu tête en l'air. Ah, bah, Laurence, elle avait un bureau, c'était un peu le bazar. Ah, bah, Laurence, chacun dira ce qu'il veut. En attendant, la somme de tous ces, comment dire, traits de caractère qui auront marqué les gens qui m'auront connu, bien entendu, il faut qu'ils soient comment dire, de bonne foi. Eh bien, tous ces témoignages de personnes qui m'auront connu, ce sera la somme de tous les actes que j'ai accomplis et dans lesquels je me serai révélée. Et à partir de ce moment-là, quand je suis morte, quand Sartre dit, quand on est mort, on est en proie aux vivants. Ce sont les vivants, une fois qu'on a fermé la boîte dans laquelle vous allez passer votre éternité, qui diront qui vous étiez. Donc, l'existence précède l'essence, c'est-à-dire j'existe avant d'être défini, là où chez les essentialistes, je suis d'abord au préalable défini par Dieu, ou en tout cas par celui qui m'a créé, et lorsqu'il m'a défini, il m'a donné un tempérament, et vivre, ce n'est ni plus ni moins que mettre en œuvre ce qui a déjà été préétabli pour moi. Vous voyez, l'existentialisme est comment dire, est une contre-philosophie de l'essentialisme. Et là, ben, c'est intéressant parce que, ben, vous l'avez bien compris, être mort, c'est être en proie au vivant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure du grand confinement, eh bien, nous sommes libres. Et nous sommes libres de nous repenser. Et Sartre avait une philosophie qui était une philosophie de la force, une philosophie quand même de la puissance, parce qu'il disait que finalement, les circonstances, on ne peut pas on peut pas les prévoir, on ne peut pas les prédire non plus. De la même manière que moi j'aime à dire qu'on est heurté par le réel. Moi, je dis souvent, je me cogne à la vie, mais vous me cognez vraiment au sens premier du terme. Et se heurter ou se cogner à la vie, ça veut dire qu'à un moment donné, les choses vont plus vite que ce qu'on les pense. La pensée arrive parfois après. Ben, c'est ça, être un existant libre. C'est être heurté par la vie, être chagriné par l'existence, être heureux quand les moments sont des moments de douceur ou de tendresse particulière, pardon. C'est ces moments que l'on ne choisit pas. C'est la première gorgée de bière de l'herbe. Vous avez soif, il n'est pas encore suffisamment tard pour boire un apéritif, il est suffisamment tard pour boire autre chose qu'une limonade, et vous allez vous prendre une bonne bière bien fraîche, et vous avez cette première gorgée là qui est vraiment une pleine gorgée, vous avez un peu de mousse autour de la bouche, et vous avez sur la langue un peu l'amertume de la bière, et c'est ce moment-là. C'est le moment de délice, en fait. Eh bien, l'existence, c'est ça, c'est ces moments de délice que l'on peut cumuler et ces moments de faiblesse, comment dire, d'échec ou de manquement face aux circonstances, mais malgré tout cela, nous devons l'assumer. Voilà. Je ne suis pas à la hauteur, eh bien, je reconnais que j'ai pas suffisamment bien fait. Et Nietzsche nous dirait, bah, tu recommences. Tu oublies ton échec pour passer à autre chose. Voilà. C'est comme ça qu'il faut entrevoir la philosophie. Et tout ce qui nous arrive, y compris ce confinement, est une façon pour nous de nous repenser à partir d'un espace clos, presque un huis clos. Et là, peut-être que dans vos maisons, en ce moment, bah, vous avez votre conjoint qui vous fait des remarques sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous avez peut-être vos enfants. Vous avez peut-être votre animal de compagnie qui a des signes d'agacement par rapport à vous de temps à autre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous êtes en train d'être dans l'existence. D'habitude, on est rivé derrière des écrans, on est dans nos pensées et ailleurs, on est sur les lieux de notre travail. On fait tellement de choses qu'on n'est peut-être pas tout entier à son présent. Et être tout entier à son présent, c'est ça. C'est prendre conscience que nous sommes libres, libres de nos choix, libres de nos engagements, et que nous sommes en perpétuelle connexion avec l'autre, mais dans le réel, dans le concret, et qu'à chaque fois, nous avons à être différemment. En bref, à un moment donné, on comprend que si nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande, nous n'avons jamais non plus été aussi libres que sous le confinement. Pourquoi? C'est parce que nous avons à nous repenser. Là où on n'aurait rien fait d'habitude, content de rentrer chez soi, ne me dites pas que vous étiez pas dans l'attente à un moment donné, qu'on vous dise, ah bah écoutez, prenez une semaine de repos, rentrez chez vous. Là, on est chez soi,
contraint, forcé, bien sûr, mais on reprend possession de son intérieur. Et même si on travaille à distance par le télétravail, on se rend compte que on est très occupé finalement dans nos propres maisons et qu'on n'est pas dans une oisiveté, on n'est pas non plus dans. Je ne sais pas si vous ressentez de l'ennui moi pas spécialement, j'ai pas le temps de m'ennuyer. En même temps, j'ai des moments aussi où je me questionne sur ce monde et j'espère qu'on va changer de modèle parce que je trouve que celui qu'on avait précédemment était un modèle qui s'essoufflait. Mais en dehors de ça, je vais vous dire, on est véritablement dans une philosophie, comment dire, sartrienne. On est dans comment dire, dans la contrainte d'un confinement qui nous amène à nous repenser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les circonstances, quand les choses, les espaces se réduisent, finalement, c'est le réel qui, quelque part, se replie sur nous. Mais quand ce réel se replie sur moi, ça me donne la possibilité à moi d'être autre, de me trouver d'autres possibilités. Et c'est surtout une façon de considérer que ce qui m'est contraint, ce qui m'est enlevé, ce qui m'est contraint, ce qui m'est enlevé, finalement, eh bien, je ne dois pas m'opposer à cela. Je dois me dire que c'est ma nouvelle façon d'être. Et cette nouvelle façon d'être, c'est-à-dire d'être confiné, c'est une autre façon d'être au monde. C'est une nouvelle expérience pour moi et c'est une expérience qui finalement m'aide à me construire autrement. Alors, je vais vous lire un autre texte de Sartre. Parce que et après, ne vous inquiétez pas, je vous libère, vous allez pouvoir vous reposer. Mais vous allez voir pourquoi je vous lis ce texte, parce que je le trouve très intéressant. Ce que signifie nous sommes condamnés à être libres, on ne l'a jamais bien compris. C'est pourtant la base de ma morale. Par exemple, en traversant une zone de contagion, je suis infecté, c'est-à-dire contaminé. Me voilà tuberculeux, par exemple. Ici apparaît la malédiction et la grandeur. Cette maladie qui m'infecte, m'affaiblit, me change, limite brusquement mes possibilités et mes horizons. J'étais acteur ou sportif. Avec mes 2 pneumos, je ne peux plus l'être. Ainsi, négativement, je suis déchargé de toute responsabilité touchant ces possibilités que le cours du monde vient de m'ôter. C'est ce que le langage populaire nomme être diminué. De possibilités, on note quelques fleurs, le bouquet reste dans le vase, diminué, réduit à quelques éléments. Mais en réalité, il n'en est rien. Cette image est mécanique. La situation nouvelle, quoique venue du dehors, doit être vécue, c'est-à-dire assumée dans un dépassement. Il est vrai de dire qu'on m'ôte ses possibilités, mais il est vrai de dire que je n'y renonce ou que je m'y cramponne ou que je ne peux pas voir qu'elles me sont ôtées ou que je me soumets à un régime systématique pour les reconquérir. Et je ne peux pas dire que ce n'est que de l'obligation. Il faut que je puisse me reconquérir. En un mot, ces possibilités sont non pas supprimées, mais remplacées par un choix d'attitude possible envers la disparition de ces possibilités. Donc, des disponibilités disparaissent au profit d'autres qui s'offrent à moi. D'autre part, surgissent avec mon état nouveau des possibilités nouvelles. Possibilités à l'égard de ma maladie, être un bon ou un mauvais malade. Possibilités vis-à-vis de ma condition, gagner tout de même ma vie. Un malade ne possède ni plus ni moins de possibilités qu'un bien portant. Il a son éventail de possibles comme l'autre et il a décidé sur sa situation, c'est-à-dire à assumer sa condition de malade pour la dépasser, vers la guérison ou vers une vie humaine de malade avec de nouveaux horizons. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelque part, il faut se repenser. Il faut, profiter, même si les choses sont dramatiques, d'une autre façon d'être au monde pour pouvoir un peu plus apprécier ce monde. Alors, on a parlé de notre ami Sartre, pardon. On a compris que on avait à être dans le dépassement de soi. Nous ne sommes que projets. Cette liberté vertigineuse parce qu'elle porte notre responsabilité, une responsabilité qui engage l'humanité tout entière. Mais en même temps, on est obligé de repenser à Camus. Pourquoi? Parce que Camus a écrit un ouvrage qui s'appelle La Peste. Et quand Camus écrit La Peste, on voit arriver les rats dans la ville qui ont amené la maladie.
Et c'est la métaphore des nazis qui ont envahi l'Europe. Euh, Chez Saint-Exupéry, ce sont les baobabs qui ont poussé les mauvaises herbes qu'il faut arracher avant qu'elles corrompent toute l'humanité. Eh bien, vous voyez, la peste de Camus, on se retrouve face à un petit fonctionnaire qui est très surprenant. Il est très Alors, vous n'avez peut-être pas fait attention à lui, vous avez peut-être fait attention au médecin, vous avez peut-être fait attention à monsieur le curé qui enterre de plus en plus d'individus, y compris l'enfant de cœur. Et là, l'enfant, c'est un déchirement au sens premier du terme, parce que c'est l'innocence qui vient de mourir. Eh bien, le plus impressionnant quand même, c'est le petit fonctionnaire, celui qui, sur des registres, note les dates de naissance des individus. Alors, il note le nom, le prénom, le deuxième prénom, etc., jour de naissance, jour de mort, et qui petit à petit, voyant arriver davantage de morts de la peste, se plaint et dit que finalement, halte aux cadences infernales, c'est abominable d'avoir tant de travail à réaliser, etc., etc. Et puis qui, en fin de compte, lorsqu'il se livre sur sa condition d'homme, nous raconte que sa femme l'a quitté, qu'il lui a écrit, mais qu'il n'a jamais osé poster les lettres, qu'il les a laissées, il les a abandonnées dans un tiroir. Il nous dit aussi qu'il a commencé un roman dont il n'a écrit que la première phrase, un roman qui est tout à fait hallucinant puisqu'il nous décrit, alors si je me rappelle bien, c'est la première phrase, c'est la suivante. Euh, une belle Amazone traverse sur une belle jument de type alezane les allées fleuries du bois de Boulogne. Vous imaginez la phrase de l'improbable. Eh bien, Camus, à la fin, quand tout est passé, quand l'événement tragique est passé, fait dire à un des personnages, et vous alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire à votre femme? Oh non, j'y ai renoncé. Vous allez continuer votre roman? Ben, bien sûr, c'est l'œuvre de ma vie. Et la réponse du petit fonctionnaire, c'est de dire oui, mais je vais réécrire la même phrase. Je vais recommencer tout mon roman, mais avec ce que nous avons vécu, nous enlèverons tous les adjectifs. Donc vous voyez, ce qu'il y a de navrant dans ce petit personnage de la peste de Camus, c'est qu'il traverse l'existence sans être dans son rôle. Il est dans la démission, tellement de la démission qu'il était heureux d'écrire sur une belle Amazone qui traverse les allées du bois de Boulogne sur une jument, et que là, ça va devenir une Amazone tout court sur une jument tout court qui traverse des allées. Pas d'allées fleuries, pas une belle Amazone, pas... Eh bien, si vous enlevez tous les adjectifs à la vie, vous enlevez toute la coloration à cette existence. Et finalement, vous renoncez à faire l'épreuve de cette liberté, qui est une liberté qui vous fait tendre vers la difficulté, qui vous fait renoncer parfois et qui vous oblige aussi d'une certaine manière à vous repenser pour être toujours autre. Voilà. Il faut savoir être autre pour être heureux, parce qu'à un moment donné, chacun est libre de disposer de sa vie. Alors Sartre nous le dirait, l'homme n'est rien d'autre que son projet. Eh bien, écoutez, j'espère que cette conférence vous aura intéressé, en tout cas qu'elle vous aura permis de repenser nous n'avons jamais été aussi libres que pendant le confinement, de telle manière à vous repenser autre en vos propres demeures et à j'espère que cette conférence vous aura aidé à refleurir votre jardin. Voilà, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets. Merci à vous pour votre attention. Merci aussi pour tous les petits mots si gentils que vous m'adressez en MP ou à l'issue de la conférence. Je vois qu'il y a plein de petits mots très gentils de votre part. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis n'oubliez pas la compagnie des philosophes. Lisez ces grands et merveilleux philosophes parce que véritablement, ils vous permettent de passer un bon moment et puis de vivre peut-être plus sereinement ces périodes difficiles de confinement et d'enfermement, on va dire, dans nos maisons. Voilà, bonne fin de journée à vous, à très bientôt et écoutez, je vous embrasse, voilà, à distance, mais je le fais de tout cœur. Au revoir à tous.